Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, fidèles amis auditeurs et téléspectateurs des différents médias du groupe de presse Le Matinal, bonjour. Ravi de vous retrouver avec toute l'équipe, bien sûr, pour passer au pays fin l'actualité nationale. Aujourd'hui, dimanche 27 août de l'année 2017, c'est le 33e numéro de votre émission sociopolitique dominicale Carte sur table. La mairie de Porto-Novo est dans la tourmente. Le premier citoyen de la ville capitale fait face à des critiques sur sa gestion municipale, supposé détournement de 300 millions de francs CFA, rejet du rapport du compte administratif 2016 par l'autorité préfectorale, soupçon de fraude dans l'organisation du Festival international de Porto-Novo, supposé rejet du projet de la construction du centre de santé de Zébou piloté par la fondation Javon Sébastien Germain et j'en oublie, Emmanuel Djiman Zossou, l'actuel maire, devient un sujet donc de préoccupation qui suscite moult commentaires et interrogations. C'est pour mieux comprendre ce qui se passe à la mairie de Porto-Novo que nous avons invité dans cette émission Carte sur table le deuxième adjoint au maire de la ville capitale, Dr François Aronsou. Il est également le secrétaire général, le secrétaire national pour être plus précis, à la jeunesse du parti du Renouveau démocratique PRD que dirige Maître Adrien Humbedi. Nous avons 90 minutes pour décortiquer ces sujets et recevoir vos appels avant la fin de ce rendez-vous prévu pour 10h30 minutes. Carte sur table est écoutée dans le monde entier grâce à l'application Océan FM 88.6 téléchargée sur Play Store. Vous êtes sur les meilleurs canaux de diffusion et merci d'avoir fait le bon choix. Voilà, merci donc d'avoir pris donc le rendez-vous, mesdames et messieurs. Docteur François Aronsou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers auditeurs. Bon dimanche à nous tous. Voilà. Alors, je le disais donc en introduction, vous êtes donc le deuxième adjoint au maire de Porto-Novo depuis un certain temps. Le maire Emmanuel Djiman Zossou fait face à des accusations de détournement des deniers publics. Il est un peu, disons, dans la tourmente aujourd'hui depuis les révélations sur l'affaire du supposé détournement donc de 300 millions de francs CFA dans les caisses de la mairie de Cotonou. Dites-nous, qu'en est-il exactement? La mairie de Porto-Novo. La mairie de Porto-Novo. Merci beaucoup. Je dois vous dire tout de suite que je suis très ravi. Je suis ravi de votre invitation. C'est la preuve que vous êtes à la pointe de l'information pour nos populations. Mais je dois aussi reconnaître que la perfection n'est pas de ce monde. Absolument, tout à fait. Cependant, oui, à ma qualité d'homme politique et d'élu municipal de Porto-Novo, capitale du Bénin, je profite en même temps pour faire une petite rectification. Souvent, les gens disent capitale politique, capitale administrative. Porto-Novo n'est pas la capitale administrative ou la capitale politique. C'est la capitale du Bénin. Article 1er, alinéa 1. Parce que dire capitale administrative ou dire capitale politique, c'est la violation de la Constitution. Donc je voudrais rappeler à chacun de nous de bien préciser que Porto-Novo est la capitale du Bénin. Vous l'avez bien dit. Et que Porto-Novo a besoin de tout le monde pour son développement. C'est ça. Sans fioriture. Je dis bien Porto-Novo a besoin de tout le monde sans fioriture pour son développement, surtout des gouvernements successifs. C'est d'abord ça. Le développement de Porto-Novo doit être une priorité de tout gouvernement. Parce que toute capitale au monde, c'est la ville de tout le monde. C'est la ville où on retrouve tout le gouvernement, on retrouve l'Assemblée. Et c'est une ville vitrine du pays. Malheureusement. On a une exception béninoise où la capitale Porto-Novo n'abrite pas toutes les institutions, n'abrite pas les attributs de capitale. C'est une exception curieuse. Depuis 1960. C'est inadmissible. Il y a un complot depuis toujours contre Porto-Novo. Un complot, vous le dites? Je vous dis, depuis toujours. En tout cas, avec le gouvernement Talon, nous sommes heureux avec le PAG qui a prévu un bon programme pour Porto-Novo cette fois-ci. Et le président Kérékou, c'est Je dis que nous sommes heureux et fiers du programme d'action du gouvernement. D'accord. C'est ça la responsabilité de chaque gouvernement sans bataille. Ou qu'est-ce qu'on a fait? Et on doit nous contraindre dans cet état de choses depuis toujours. C'est inadmissible. Et nous, on compte sur le président Talon pour marquer l'opinion nationale et internationale pour toujours. Afin que,
2018-2019 soit la renaissance de Porto Novo avec 95 km asphaltés, avec tout ce qu'il y a comme infrastructure prévue pour la ville, pour que nous soyons heureux définitivement et que progressivement les attributs de capitale puissent revenir à la capitale. Vous êtes confiant, on dirait. Nous sommes confiants. Avec le nouveau départ. Et nous sommes dans la mouvance présidentielle. Et vous le réaffirmez, monsieur. Je vous assure, nous resterons. Contre vents et marées. Jusqu'à la fin 2022. Nous resterons parce que nous avons besoin de la contribution importante et déterminante du gouvernement et des autres gouvernements pour que Porto Novo abrite tout. Donc c'était une erreur de rester dans l'opposition depuis 10 ans. Ce n'est pas une question d'erreur. Nous avons sauvé la démocratie en se battant. Sinon, il n'y a personne pour faire l'opposition. Dans une démocratie, il faut l'opposition et la majorité. Et le PRD a assumé. Le président Adrien Ngouillet a assumé et accepté. Nous nous sommes sacrifiés, nous nous sommes battus pour que la démocratie béninoise soit la fierté nationale et internationale. C'est un homme d'État pour pouvoir le faire. Si, avec les tripatouillards de réserve, avec le fameux chaos, avec tout cela, si on avait dit non. Vous avez toujours en mémoire le fameux chaos, de triste mémoire. Si on n'avait pas accepté démocratiquement à un moment donné pour la paix, parce que la devise du PRD, c'est l'unité, la paix et le travail. C'est ça. Donc, pour des raisons d'État, pour sauver la nation, pour éviter que la nation tombe dans le chaos, pas le chaos électoral, dans le chaos CHAOS, le président Adrien Ngouillet a dû s'effacer avec humilité. Et on ne lui a pas reconnu assez tout ce qu'il a fait en ces moments-là. Mais avec ça, les gens ont puni Porto Novo, ont puni les communes voisines. Pourquoi? Oui, pourtant, il y a eu quand même plusieurs personnalités. Ils n'ont qu'à aussi faire maintenant l'opposition. Ils n'ont qu'à aujourd'hui, là, après avoir régné sans partage, ils n'ont qu'à aussi faire l'opposition. Et savoir, ils n'ont qu'à faire ça pendant 10 ans. Pour comprendre. Nous, on a fait plus de 20 ans d'opposition. Beaucoup d'hommes d'affaires, d'hommes d'entreprise, les hommes, les fonctionnaires, PRD, ont été sacrifiés, massacrés. Pour cela, les populations ont souffert. Cette fois-ci, nous aussi, nous serons dans la majorité présidentielle. On va jouir du développement de Porto Novo, des communes de Sémékodi, d'Avranco, Adjara, et à Promisérité, et les autres communes aussi. Nous avons droit au développement. Puisque vous avez décidé de passer, de commencer par la ville de Porto Novo, puisque j'avais posé la question par rapport au détournement de 300 millions, nous allons revenir. Je vais revenir tout à l'heure. Je vais parler bien sûr de la réhabilitation donc, de la ville de Porto Novo sous le président Mathieu Kérékou quand même. Bon, il est venu, comme il avait promis quand même des milliards. Également on a parlé de la réhabilitation. Alors, il y a quand même le président Pasitardon, c'est vrai, qui a fait un projet spécial contenu dans le programme d'action du gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui du régime? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projets pour la ville de Porto Novo et vous êtes tellement confiant qu'on a l'impression que vous êtes déjà heureux, vous vous sentez déjà... Si on n'a pas confiance, comment on va... Si on n'est pas positif, si on n'est pas positif en l'avenir, si on ne croit pas à l'avenir, comment vous voulez obtenir des choses? Vous avez cru au président Kérékou, vous avez cru au président Boulingaï aussi. Et on a eu les résultats qu'on a eu pour Porto Novo. On a cru à Kérékou, on a eu les résultats qu'on a eu. Mais cette fois-ci, le président Adrien Ngouillet est là. Et le tandem Adrien Ngouillet, Talon est solide pour permettre au Grand Ouébé, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier des fruits de développement. Vous êtes le deuxième adjoint au maire de Porto Novo, Dr François Alonso. La ville aux trois noms, Porto Novo, Robono et Adjaché, n'a pas donc véritablement le statut, vous l'avez si bien dit, d'une capitale, une seule voie d'accès, c'est-à-dire le seul et unique pont qui traverse Porto Novo. Est-ce que vous êtes fier d'être au Porto Novo aujourd'hui? Je suis fier d'être Porto Novo. Et les Porto Novo demandent, c'est la seule chose qui leur reste, leur fierté de Porto Novo. Donc ça là, on ne doute pas de ça. C'est ça. N'en parlons même pas. Je reviens à la question de 300 millions. Allez-y. Je vous dis avec certitude ce qui s'est passé. Oui, allez-y. On a un programme PUGEMU. PUGEMU, c'est le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain. Ce projet intervient dans plusieurs villes, Porto Novo y compris. Et le montant de 8 milliards est prévu pour l'investissement dans l'assainissement de Porto Novo. 8 milliards. Mais pour intervenir dans une ville, chaque ville doit apporter 5% de contribution.
Porto Novo a alors 402 millions poussières. 402 millions poussières comme contrepartie. C'est ça. La mandature passée a pu mobiliser 70 millions sur ressources propres. Et on s'est retrouvé en difficulté pour les compléments de 332 millions et poussières. 332 millions. Le maire Zossou n'est pas au courant que des communes ont utilisé leur fonds FADEC non affecté. Parce qu'il y a fonds FADEC affecté, affecté, ça veut dire que c'est orienté vers un but précis, vous devez faire ça. Santé, agriculture. Non affecté, on donne la largesse au conseil municipal de Porto Novo de choisir ses priorités et d'orienter ces fonds-là. Donc il nous reste 302 millions. Le maire, ayant appris que WIDA, d'autres communes qui ont 50 millions comme contrepartie, ont pu rapidement, avec l'autorisation du ministre de la décentralisation et son bras technique CONAFI, ils ont pu rapidement apporter leur contrepartie pour avoir les gros moyens d'investissement. Porto Novo a écrit au ministre de la décentralisation et a obtenu l'autorisation. Malgré cela, le maire, nous sommes allés en conseil extraordinaire, le 9 décembre 2016. Et la bataille, la discussion a eu lieu, et à l'unanimité de tous les conseillers, présents ou représentés, nous avons adopté la contribution de 332 millions restants complémentaires qu'on doit prélever dans le fonds FADEC affecté. C'est ça. Et ça nous a permis d'avoir les 402 millions de contrepartie et on a bénéficié de l'investissement de 8 milliards. Vous voyez déjà, si vous descendez de la gare de Kodji, vous allez vers Saint-Pierre-Saint-Paul. Vous regardez à droite, vous allez voir le gros collecteur à ciel ouvert de Donouquin, collecteur G. Mais vous voyez, ça a permis d'assainir la zone et les terres qui sont inondées ont fait surface. Et chacun se précipite maintenant rapidement sur ces domaines-là pour pouvoir dire je suis propriétaire de ci, je suis propriétaire de ça. Ces terres, la forêt est inondée. On doit pouvoir continuer ce collecteur à ciel ouvert jusqu'à l'Opoye afin d'assainir toute la zone et pouvoir profiter des terres qui sont inondées en saison pluvieuse et qui restent inondées 6 mois, 9 mois. Et on pense que c'est des zones impraticables, des zones que nous ne pouvons pas utiliser pour le développement. On doit pouvoir poursuivre. Allez demander à Setok-Bodje. Ils sont heureux aujourd'hui devant l'école primaire publique de Setok-Bodje. Il y a un gros collecteur qui a pu passer sous souterrain. Et la voie est complètement... On a mis de l'artillerie graniteuse. Ça a permis de bien carrosser. On peut passer facilement. Alors que c'est une zone, depuis 5 ans, c'est impraticable. Et pourquoi c'est polémique autour donc, de ces 300 millions? C'est parce que ce qui se passe, c'est pour dire qu'il y a complot. Il y a cabale. Comment un agent de service de recette-perception peut se permettre de ne pas enregistrer ce complément de 332 millions et l'information, comment l'information s'est exfiltrée pour se retrouver dans la presse si les gens ne s'acharnent pas sur des gens. C'est ça que nous appelons un complot audit contre nous. Pour pouvoir dire que, parce qu'à peine, avec le débat à la justice, sur des questions de justice, on n'en parle pas quand c'est dossier devant la justice. La semaine qui a suivi, on dit 300 millions, le maire a détruit 300 millions. Vous croyez que si on n'a pas fait pied et main pour pouvoir, au niveau de CONAFIL, au niveau du ministère, pour pouvoir obtenir l'autorisation, pour pouvoir faire le conseil en 9-2 ans, et qu'on dit après qu'on a perdu 8 milliards parce qu'on n'a pas trouvé 332 millions de contreparties complémentaires, c'est grave. Les populations, au cours de cette grande saison pluvieuse, vont connaître les inondations dans le 4e et 2e arrondissement. C'est ça. Et il y a même un bras collecteur, un bras qu'on a fait dans le bassin de rétention à Takota, qui a permis de régler le problème parce qu'en 2016, j'ai vécu ça avec le CA5. Et un conseiller détracteur dans la maison à peine à 100 mètres, il n'est même pas sorti sur cette poulie pour voir le dégât que créaient les inondations. Détracteur. Oui, il y a un conseil détracteur. Au sein du conseil municipal de Porto Novo. Il n'est même pas sorti à ce moment-là quand il y avait une inondation. Nous, on est allés, on a vu, on s'est battu pour faire le bras collecteur. Et finalement, la zone et les riverains, lui-même et les riverains sont heureux aujourd'hui. Vous voyez, on n'a pas parlé d'inondation à Porto Novo en 2017 avec cette grande saison pluvieuse. C'est ça le développement, c'est ça l'assainissement. Et puis j'ai mis ce programme-là pour lequel on s'est battu et nous avons enfin ce qu'il faut. Avec ça, nous avons 10 centres où
on peut collecter, déposer des ordures dans les 5 arrondissements actuellement réceptionnés. Mais vous savez, pour les ordures, c'est très important pour nous. Les ordures, ça coûte cher. Mais les ordures, c'est une mine d'or. Mais il faut investir d'abord avant de l'exploiter et tirer de l'argent. On a dû investir beaucoup pour avoir de l'espace pour un tri. 110 millions à Kodamboua. On a des 10 centres. On est en train de faire un centre multiservice bientôt à Royagbe. Et ça, tous ces éléments-là vont permettre, et bientôt avec la convention commune État, on sera soulagé. Parce que figurez-vous, pour le transport des ordures de Porto Novo vers Takon, notre centre d'enfouissement technique, c'est plus de 300 millions d'investissements. C'est lourd pour un budget. C'est lourd un budget d'investissement de 2,6 milliards, un budget de fonctionnement de 2,5 milliards. Donc total, quand on fait l'addition, ça fait total 5,1 milliards. Mais ce qui est investissement, c'est absolument les transferts, l'argent de l'État qu'on transfère sur les... Parce que ce qu'on mobilise sur les ressources propres, c'est pas évident. C'est pas évident. Nos citoyens, nous devons de plus en plus les convaincre à ce que chacun paye pour le développement de la ville. Il faut contribuer. Et nous devons contribuer. Mais le fonctionnement est ce qu'il est. C'est pour ça que c'est difficile. Avec un budget pareil, vous ne pouvez pas investir énormément. C'est ça. Alors, et le peu que vous devez faire, c'est ça. Les gens n'arrivent pas à voir. Donc, dans les communes, surtout les communes, c'est l'investissement de l'État à fond et massivement pour que nous puissions vraiment jouir du progrès. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur, donc je précise qu'il n'y a pas de détournement de 300 millions, de 332 millions. Au contraire, nous nous sommes battus mais pour que nous puissions jouir d'un investissement de 8 milliards. Ça. Vous voyez comment les gens sont méchants et mesquins? Oui, alors justement, qu'en est-il bien sûr du compte de gestion et qui est donc du ressort normalement du récepteur, récepteur, puisque grâce à l'audit commandité par le gouvernement et pour vérifier la gestion de la ville de Porto Novo durant la période d'août à décembre 2016, laisse récepteur, percepteur, pardon, Adrien, pour ne pas de nom, c'est André Onguervou et le chef de service budget et comptabilité, monsieur André Tchabi, ont été donc écoutés. Alors, le maire Zossou a été présenté au procureur de la République également et au juge des libertés avec les 2 autres accusés. Alors, il serait donc mêlé à des actes de malversation financière. Il a dû payer 20 millions de caution pour sortir. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu. Écoutez, quand un dossier est devant la justice, il ne faut pas faire commentaire dessus. Nous sommes respectueux des institutions. Il est hors de conscience de faire des commentaires dessus. Mais je dois préciser. Avec juge de liberté, ça veut dire que le droit vous permet d'être en liberté pour mieux vous défendre. Donc vous êtes présumé innocent. Tout à fait. Et vous avez l'obligation de payer une caution. La caution payée n'est pas synonyme de reconnaissance des faits ou de reconnaissance des accusations. C'est juste le droit. C'est juste vous permettre d'être en liberté et de vous défendre. Donc le maire de Porto Novo est présumé innocent. Il a payé la caution rapidement. Les élus, le PRD, les membres du bureau politique, les personnes ressources, rapidement se sont retrouvés pour aider le maire, cotiser, pour permettre au maire de payer la caution. C'est pas lui-même qui a sorti 20 millions de sa poche. Comment? C'est pas lui-même qui a sorti 20 millions de sa poche. Vous croyez qu'on peut sortir 20 millions de sa poche une nuit? Il est maire. Une nuit, sortir 20 millions, quand les maires sont riches, je vous assure, vous vous trompez. Les maires souffrent. Les maires souffrent. On a vu les Cagliari Soglo, mais les maires souffrent. Vous le pensez au Bénin? Mais certains maires, peut-être. Il y a même des communes qui ne sont pas viables, avec les budgets qu'ils ont. Parce que la mobilisation des recettes propres dans une ville, ce n'est pas évident. Et il y a une utilité de caisse. Elle dit que impôt, tout ce que ça rentre dans la caisse, si vous ne... Des fois, vous avez besoin d'urgence de régler des problèmes, mais il n'y a pas assez de fonds dedans pour pouvoir régler les problèmes. Les maires souffrent tous les jours. Ils sont ordonnateurs. Mais les receveurs, percepteurs dans toutes les communes, mais c'est chaud. Des fois, c'est eux qui jouent les vice-maires et s'imposent aux maires. Ça appelle à la révision des textes des 5 lois de la décentralisation. Les adjoints, je vais parler pour ce qui est des petits trucs comme débat. Même en plus des maires, c'est des adjoints. Parce que la loi dit que c'est le maire qui délègue à ses adjoints. Les maires
sont autorisés à déléguer ou ne pas de les déléguer. C'est la loi qui a précisé comme ça. Mais certains pays ont commencé par corriger et proposent qu'une liste de celui qui va être maire adjoint, avec les attributions claires, pour que même les CA, dans certains cas, voudraient avoir l'autonomie financière, l'autonomie de gestion. Ça, c'est des amendements que nous devons faire. C'est ça. C'est des choses, c'est la décentralisation. Et il faut surtout prôner l'intercommunalité pour permettre aux villes qui ne sont pas viables, aux communes qui ne sont pas viables, de pouvoir bénéficier des locomotives, des communes locomotives. Votre interlocuteur, l'ALCB, fait quoi concrètement pour ça? Mais ils se battent aujourd'hui pour les projets de révision des lois de la décentralisation ou les propositions qui doivent être faites. Nous avons besoin de faire le bilan de la décentralisation et de modifier beaucoup de choses parce que ça crée des dysfonctionnements. On sait que quand même que, voilà, vous dites que les maires ne sont pas riches, ils sont pauvres et autres là. Alors, tout le monde veut quand même être maire dans ce pays. On voit un peu la rue, comme de ces personnalités. Alors, s'il n'y a pas quelque chose là, pourquoi tout le monde veut être maire? Écoutez, tout le monde veut être responsable, tout le monde veut être élu. Voilà. Et une fois, demandez au chef quartier, ou à un maire, une fois élu, mais c'est dur. C'est très dur. Vous devez donner entièrement votre temps. Vous devez être disponible à tout moment. Et vous devez vraiment être au service de votre population. C'est ça. Au prix d'énormes sacrifices. C'est ça. Et après, vous êtes fiers d'avoir apporté quelque chose au développement de votre commune. C'est cette fierté que chacun recherche. Apporter quelque chose au développement de sa commune. Donc, ce n'est pas... S'il y a quelque chose. C'est lecture, hein? Non. Mais les gens ont envie, vous ne pouvez pas leur refuser cette aventure. Celle d'être élu et d'être admiré, respecté. Voilà. C'est vrai que c'était un doute 2007 assez particulier pour le maire Emmanuel Djimon Zosso, puisque... Non, vous avez parlé quelque chose de compte administratif. Tout à fait. Oui, justement, c'est ça, le compte administratif 2007 qui a été rejeté. Le compte administratif n'est pas rejeté. Le compte administratif 2007 de la ville de Porto-Novo n'est pas rejeté. Il y a un amalgame. En 2015, on dit que c'est pour la première fois, on a expliqué l'information tout de suite, de vendredi là, et déjà sur les réseaux sociaux. C'est une première dans l'histoire, sur beaucoup de gens. Mais c'est de la blague, c'est un complot. C'est pas sérieux. Il y a une commission qui étudie les comptes administratifs au niveau de la préfecture. Et nous savons les membres, nous savons qui fait quoi, contre qui on le sait. C'est pas sérieux. Des collaborateurs à ce niveau-là qui se permettent de ne pas respecter l'obligation de réserve. C'est inadmissible. En 2016, pour l'examen du compte administratif 2015 de Porto-Novo, l'ancien secrétaire général, n'ayant pas reçu le compte de gestion du receveur-percepteur, a écrit avec signature du même préfet au maire de la ville de Porto-Novo. J'ai le document, message devant vous. Lisez. Report, étude, compte administratif, gestion 2015, ville de Porto-Novo. Il dit, séance, examen du compte prévu pour ce jeudi-là, 21 juillet 2016, il y a plus d'un an, à 10h, est reporté à la date ultérieure pour défaut. Je souligne ça, pour défaut de compte de gestion 2015. En 2017, nous sommes retrouvés, en 2017, nous sommes retrouvés dans la même situation. 2017, il faut, après vote du compte administratif au conseil municipal, il faut l'examen à la préfecture par la commission. Nous sommes retrouvés dans la même situation. Le receveur n'a pas déposé son compte de gestion. Vous connaissez la situation actuellement. Il n'a pas eu le temps de déposer le compte de gestion 2016. Donc, même situation pour le compte de gestion 2015. Le secrétaire général, qui est président de la commission, devrait simplement et purement reporter la séance d'examen pour la commune de Porto et continuer pour les 8 autres communes et attendre, insister en écrivant, en faisant signer ça pour que le maire puisse mettre la pression et aussi aider le maire à mettre la pression sur le receveur afin que son compte de gestion soit déposé et qu'on puisse faire l'étude. C'est ça.
Mais ils ont fait, malgré la question du maire Emmanuel Zossou, au président de la commission, secrétaire général, ils ont insisté. Et le soir, déjà, on voit sur le réseau le compte administratif de M. Porte-Nouveau est rejeté. Pour quel motif? À qui profite le crime? Mais c'est pas normal. Mais on a vu le seul... Et après, on commence par écrire partout, à la une des journaux, le week-end qui a suivi, que le compte administratif de Porte-Nouveau est rejeté. Parce qu'on entretient une sorte de cabale, de déstabilisation. Parce qu'il y a un dossier à la justice, on s'acharne, on veut détruire. Vous croyez que c'est il s'acharne sur le maire, il veut s'acharner sur le maire seul? C'est le PRD qui veut détruire. Mais le PRD est indestructible. Puisque lors de votre conférence de presse tenue donc jeudi dernier, vous avez dit que ce n'est pas la tête du maire qui est visée, mais c'est la déstabilisation du Parti du Renouveau démocratique. Qui sont ces gens-là? Et ils ne peuvent pas déstabiliser le parti politique. Qui sont ces gens-là? Il y a des gens qui sont en dessous, qui manifestent. On sait, même des membres de cette commission-là, qui sont amis à ce conseil, qui sont toujours ensemble dans les buvettes, en train de boire, qui font des choses. On sait comment les gens exfiltrent des informations. C'est ça. Vous avez parlé également donc, de déstabilisation de l'exécutif municipal donc, de la ville capitale par les amis politiques d'en face. Mais vous parlez donc de quels amis d'en face? Dites-le nous. Ils se connaissent. Dites-le nous. Ils se connaissent et on va faire des dénonciations détaillées bientôt. Détaillées. Je vous laisse encore cette primeur-là bientôt pour donner les détails avec précision et les noms de ceux-là qui sont en train de comploter. Contre le PRD. Bah, on a vu quand même le seul élu non PRD qui siège au conseil municipal, le conseiller de l'Union Fédération Charlemagne Yakoti. S'il est encore conseiller de l'Union Fédération, il est monté au créneau justement pour faire de graves révélations sur la gestion de la mairie de Porte-Nouveau. C'est de la confusion qu'ils aiment. Il a même saisi le préfet de Lomé pour... Et le préfet a saisi le maire pour qu'on puisse répondre point par point sur le festival international de Porte-Nouveau. Voilà. Parce qu'il veut détruire le festival de Porte-Nouveau. Sa préoccupation, c'est détruire le festival des arts et de la culture à Porte-Nouveau. Parce qu'il a futilement... Non, parce qu'il a vu que c'est l'authenticité. Ce festival, c'est un joyau. C'est l'authenticité même. Et ça va aboutir à la création d'une industrie touristique à Porte-Nouveau. La destinée de Porte-Nouveau serait frisée. Il est jaloux. Mais c'est parce que c'est un politique aussi. S'il voit quelque chose qui va donner, qui va permettre de rayonnement, la visibilité, il s'acharne avec des méthodes grotesques, disant qu'il dénonce. Il dénonce quoi? Vous croyez que même pour faire un festival, 70 millions que la mairie a, que le conseil, parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui, a mis comme appui, comme contribution municipale, 110 millions, on peut aller avec mobilisation jusqu'à 500 millions, jusqu'au milliard, pour organiser un festival digne de ce nom. C'est ça qui lui fait peur. Et en plus du festival, ils ont vu que l'hôtel de ville de Porte-Nouveau, c'est ça la peur qu'ils ont. Pourquoi ils ont commencé une campagne politique précoce? L'hôtel de ville, depuis plus de 12 ans, depuis la première mandature, l'hôtel de ville de Porte-Nouveau connaît des difficultés, sa construction. Enfin, nous avons passé le Rubicon et un consortium d'architectes, de cabinet d'architectes a gagné. Et vous avez vu ce bâtiment qu'on espère ériger à la place Bayeul. Nous avons publié ça. Ça reflète les cartes d'architecture de Porte-Nouveau. Porte-Nouveau a une âme. Porte-Nouveau n'est pas comme toutes les autres villes. Porte-Nouveau, vous rentrez à gauche, au Grand là, vous voyez l'architecture coloniale. À l'Esplanade de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est même, on ne doit pas dire Esplanade de l'Assemblée nationale. C'est la place de la République. C'est l'architecture coloniale. C'est un joyau, c'est un bijou. C'est notre patrimoine. C'est ça. Et ça doit nous permettre progressivement à nous inscrire à l'UNESCO. Vous voyez à droite tout ce qui est vernaculaire, c'est-à-dire les terres en banco, tout ce qui est nous, Porte-Nouvien, les Goun, les Yoruba, ce que nous avons construit. Et vous voyez derrière la place Bayeul le talent afro-brésilien dans son architecture. C'est eux qui ont formé les meilleurs maçons aujourd'hui et architectes, les ouvriers, les artisans de Porte-Nouveau et environ des autres communes, et qui sont les meilleurs en matière d'artisans, même s'ils sont illettrés en alphabet. Ce sont les meilleurs, réputés, les ingénieurs, les architectes, courent pour les chercher. C'est un talent des Porte-Nouviens et des communes voisines, Avran, Diara, Misrete, qui produisent, qui fabriquent ces artisans à ce niveau-là. Donc, l'hôtel de ville ayant passé le Rubicon et ayant annoncé bientôt on va aller plus vite,
parce qu'on veut voir l'hôtel avant la fin de notre mandature, n'est-ce pas? Et l'intégrer. Et imaginez qu'on fasse les 300 mètres tout le long jusqu'au pont, superbement achalandé, mieux avec déplacement de tout ce qui est là, et qu'on puisse terminer la voie sur l'Ominga Akwiti, qui passe devant le président Mbouji, qui passe devant l'hôtel Borivage, qui continue jusqu'à Carrefour Économal, descend vers le Carrefour grec, passe devant Songaï, passe devant Wando et le Carrefour cinquantenaire jusqu'à Mistrité, la sortie de Mistrité, double sens, éclairé. Et que la voie à partir du cinquantenaire continue, passe devant la piscine municipale, passe devant le Carrefour Agbokanou, devant le CG d'Owa, et continue vers l'Ouenvier jusqu'à revenir à Borivage. Fermez les yeux, regardez ça. Et les 95 km d'asphaltage à travers Porto-Novo, ou les as, les principaux as de Porto-Novo, dans le 5e, 4e, 3e, 2e, 1er arrondissement, les 95 asphaltés en 2-3 ans. Porto-Novo va littéralement. C'est ça qui fait peur. Donc, immédiatement, pendant ces moments-ci, on ne peut pas s'agiter. Et qu'on part tech dans tous les sens. C'est ça. À leur niveau. Avec ça, même ce qu'ils annoncent comme candidat possible dans la 19e circonscription, nous allons battre tout le monde à plate couture. On gagnera les élections législatives 2019, 5 pour 5. C'est ça, notre bataille, notre intégration dans la mouvance. Et nous y resterons. Donc, la bataille donc, pour les législatives de 2019 a déjà commencé, et le contrôle de la 19e circonscription s'annonce donc dur, âpre et sans pitié, si je vous comprends, docteur. Oui, vous voyez, quand on dit Festival international de la culture de Porto-Novo, la deuxième édition, la première édition, c'est ce qu'on essaie. C'est 9 décembre qu'on a pris la décision. Appui, 70 millions, on a pu mobiliser avec les... Le conseil a simplement autorisé le maire à approuver. Autoriser le maire à approuver le budget. Donc le maire a annoncé un budget prévisionnel avec 70 millions que nous avons su d'avoir. Il dit, bon, si tel donne, on va faire telle dépense. Tel donne, on va faire telle dépense. Oui. Et on l'a autorisé, le maire a dit, monsieur le maire, dès que vous mobilisez, confectionnez le budget par le comité, validez et rendez-nous compte. Voilà, mais on a mobilisé, on a dit jusqu'à 135 millions au moins. Et c'est avec ça qu'on a fait ce qu'on a fait, avec l'appui des gens qui ont donné des matos que les gens n'ont jamais vu à Porto-Novo. Il y a des gens à féliciter, on les a félicités. Nous sommes heureux, on les attend pour la deuxième édition, la vraie, internationale, avec grosse mobilisation des ressources financières. C'est quand? Et ça, avec des méthodes comme le vaudou. Et ça, ne manquez pas le festival deuxième édition en janvier. Souvent, ça prend, on couvre l'épiphanie et, pour les Porto-Noviens, le mois de janvier, et surtout les artisans, c'est la fête. Donc, on couvre l'épiphanie et 10 janvier, la fête de vaudou. Et aujourd'hui, avec l'appui des grandes maisons de publicité, nous allons mobiliser beaucoup de ressources et associer à ça avec l'érection bientôt du musée des arts et des civilisations vaudou, Orisha, par le gouvernement, par le PAG, dans le premier arrondissement. On ira bientôt en conseil municipal sur le sujet, arrivé à maturité, pour voter et mettre à disposition l'espace attendu. Et vous allez constater ces deux éléments-là, associés à ce qu'on a gagné en 2015, 4 décembre 2015 à Paris à COP21, Porto-Novo Ville verte, 6 milliards avec l'AFD, la réalisation de promenades qui passent derrière l'Assemblée nationale, qui est en construction, notre malheureux bâtiment éléphant blanc. J'espère que ça va aboutir finalement parce que le gouvernement est en train d'accélérer les procédures. Ça, premier arrondissement, Loignon ancien, complètement réhabilité ces voies. La voie devant Akron qui va vers l'hôpital de Lacon, la voie qui descend de la SBE vers Deguetopa, qui est juste derrière. Et ce qui passe, qui rentre à Maya Tokpa, parce que tout ça là, c'est des voies qui sont détériorées. Notre sanctuaire de Maya Tokpa, je sais que Marie nous accompagne dans la concrétisation de Porto-Novo Ville verte. Les études sont en cours. Vous allez voir ces 3 éléments. Porto-Novo Ville verte, musée des arts et de la culture vaudou et Orisha érigé, là où ça doit être érigé, festival régulier, Porto-Novo serait une destination prisée nationale, internationale. Mais est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Parce qu'il faut les moyens. Je vous dis 6 milliards Porto-Novo Ville verte. L'investissement, l'État dans le PAG pour la construction du musée, c'est musée de Porto-Novo des arts et de la culture. Il y en a aussi à Abomey et à Ouida. Et festival, je vous assure, les gens veulent se battre. J'ai admiré quand Sagouan disait, le maire, vous devez faire ça chaque année. Et ça, vous savez très bien ce qu'on s'est fait à Porto-Novo en matière de fête. Nous sommes les meilleurs au Bénin. C'est la preuve.
les gens sont heureux de venir à Porto-Novo pour les accords. Mais revenons quand même sur la déclaration du conseiller Charlemagne Yakoti que... non, ne faites pas une frustration sur lui. Non, pas du tout, mais c'est parce qu'il a posé un problème quand même, par exemple l'acquisition d'une niveleuse d'environ 350 millions de francs CFA, qui reste flou selon ce qu'il a dit. Vous voyez, je vais vous expliquer encore. Je vais vous expliquer. Son problème à lui, il sait que les Porto-Noviens, la population, exigent de chaque conseil municipal reprofilage et rechargement des voies. Parce que beaucoup de voies, on va sortir ça un peu bientôt avec 95 millions à Faté. Parce que les voies sont dégradées à Porto-Novo, c'est une honte. Pour le faire, il faut avoir 2, 3, 4 niveleuses. Pour le faire régulièrement. Mais nous n'avons une seule niveleuse qui est actuellement amortie. Donc il faut acheter une nouvelle niveleuse. Et on a eu l'autorisation, parce que ce n'est pas évident à une commune à elle seule d'acheter une niveleuse. 350 millions. Niveleuse neuve. Ça a un coût. Niveleuse de qualité, qui n'est pas supérieurement électronique. Tout électronique, ça a un prix. Parce qu'actuellement, en disparition en Europe, on ne voit plus les niveaux de mécanique au top. Pour avoir un niveau de qualité, il faut mettre le prix, parce que Porto-Novo a besoin d'un niveau de qualité pour pouvoir travailler pendant longtemps. Lui, il ne voudrait jamais qu'on ait de niveleuse. C'est sa préoccupation. Pour qu'il puisse lui dire que les voies sont dégradées, les voies, non, rien fait, pour que les gens votent contre le PRD. C'est ça ce qu'il a comme mission. Il est chargé de mission. Il est chargé de mission, pas de ceux qui l'ont recruté. Et vous, suivez-le. Suivez-le, vous allez voir là où il va aboutir bientôt. Il est conseiller UN. S'il est encore UN, moi je ne sais pas. Parce que moi je ne le vois pas se comporter comme UN. UN et PRD, nous sommes de la majorité présidentielle. Ce n'est pas le comportement d'un UN ça. Et on dit qu'il est fausse clé. Je n'ai jamais vu de clé dans sa main pour savoir qu'il est vraiment fausse clé. Mais je le vois là où il ne devait pas être. Et je le vois en complot, en préméditation régulièrement avec ceux ou celles que je vois. Parce que moi, je le vois régulièrement. C'est ça. Dans ses comportements, dans ses agissements. Mais justement, mais il a son rôle. C'est son rôle de faire jouer le PRD parce que la majorité. Mais je dis bientôt aux élections de 2020, peut-être qu'on va mettre les élections de 2020 associées aux élections de 2019 pour faire l'économie, je n'en sais rien. Ça dépend. Parce que le mandat des élus locaux, communaux et municipaux, ce n'est pas un mandat constitutionnel de 5 ans. On a eu un bonus de 2 ans. Il n'y a pas longtemps, on peut bientôt se retrouver avec une réduction de 1 an pour qu'on puisse mettre ensemble les élections législatives et communales en 2019. Je n'en sais rien, je ne souhaite pas ça, mais si ça arrive, on va se voir. Si Porto-Novo n'aurait pas encore les 33 sur 33, carrément. Parle maintenant, docteur François Aronsou, donc de ce dossier qui diffère la chronique, le dossier du complexe scolaire de Zébou. C'est situé dans le 2e arrondissement de Porto-Novo. La fondation Ajavon Sébastien Germain a initié donc la réfection et la construction donc, de ce complexe. Alors la mairie de Porto-Novo aurait, j'utilise bien sûr donc le conditionnel, opposé donc, une fin de non-recevoir donc au dossier. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que c'est vrai? La fondation ASG a commencé par s'intéresser subitement à la vie de Porto-Novo. Subitement. Subitement. Et vous voyez comment la méthode qu'ils ont utilisée? Ils commencent par voir les élus locaux, ils rentrent dans les quartiers et annoncent au quartier, donnez-nous des domaines où vous connaissez les écoles primaires, donnez-nous des domaines où vous connaissez les centres de santé. Puis nous sommes là, nous avons beaucoup d'argent, on peut le faire pour vous. C'est normal, la population s'emballe. Ce n'est pas avoir la culture administrative, ça ne se fait pas comme ça. Vous rentrez dans une ville, vous écrivez. La rumeur s'enflaire de partout. Mais jusqu'à ce qu'un élu vienne en cours d'un débat, et comment pas dire que, et comment pas. C'est pas ça. C'est ça. Ça qui a mis de plus à l'oreille au maire. Bon, il dit, Fondation Ajavon, Fondation ASG, la gestionnaire, c'est qui est coordonnateur, c'est une dame que je connais. Le maire a invité la dame. Le maire, je vous dis, écoutez-moi bien. Le maire a invité la dame. La dame n'a pas voulu même venir naturellement, spontanément vers le maire. C'est le maire l'a invité. Ça veut dire qu'ils ont un comportement de la fondation, un comportement informel, de faire des choses, mais comme on a besoin de faire des choses pour après en tirer des dividendes politiques, nous on connaît ça. On ne va pas nous tromper. On a tout compris. Vous avez vieux de la vieille, c'est ça? On se connaît. On s'est déjà plus de 25 ans. Élèves, étudiants, médecins, on connaît. Le maire, depuis plus de 25 ans, tout le monde connaît.
les élus sont d'abord des hommes politiques. Donc, le maire l'a invité, il est venu. Elle est venue. Mais l'a reçu. Bon, de discussion, il y a une proposition. Le maire a dit, bon, comme c'est une ONG française qui vous appuie, qui m'a mobilisé 45 millions, alors que la mairie a prévu 25, 50 millions à un moment donné, sur une ligne pendant 2 ans, et on n'a pas pu faire parce qu'il y a difficulté. Au même moment que la fondation ASG proposait, il y a le PSDCC. Le PSDCC qui est le projet des services décentralisés conduits par les communautés qui a proposé à Zebou Aga la construction d'une maternité. Et Zebou Aga est trop contigu, on n'a pas d'espace là. Et il dit, il propose, on peut faire ça à Zebou. C'est ça. Tatigri, le centre de santé qui est là. Vous savez ce qu'on a pu faire? Non. Je reviens d'abord dans les détails. Dès que le maire l'a reçu, le maire a dit, bon, vous avez 45 millions. Si vous pouvez passer au niveau de FADEC Santé, au niveau du ministère de décentralisation, vous investissez, ça va nous venir directement pour FADEC Santé, c'est vous. Et on va pouvoir investissement. Ou bien, vous nous écrivez et vous faites un dossier technique avec un document, le plan, ce que vous voulez faire. Et nous, on va mettre ça à disposition de nos services techniques et on pourra vous aider le plus rapidement possible. Et vous savez, bien, l'étude et tout ce qu'on fait, ça peut durer 9, 18 mois avant de... Parce que FADEC Santé a envoyé 3 maintenant pour Dowa, Louo et Tchegankpevé, d'autres centres de santé qu'il faut réhabiliter. Mais les dossiers d'appel, d'autres ce qu'on fait, ça va durer, ça va dire 18 mois, 2 ans que nous sommes en train d'aboutir. C'est progressivement qu'on est en train d'aboutir maintenant à l'activité, la concrétisation de l'activité. Les études durent. Donc on a dit, en février, ils ont écrit au maire finalement. Sans dossier, sans le plan, sans ce qu'ils veulent faire. Hein? Les gens se sont dit que c'est comme ça, ils font des trucs comme ça après, ils constituent et puis ils peuvent appliquer. Mais c'est un centre de santé. Un centre de santé, c'est pas un bâtiment pour aller dormir. C'est un centre de santé, ça a des normes et standards. Donc, bon, le maire a reçu la lettre. Il a instruit la TST, notre TST, de pouvoir, et un chef service qui s'occupe de ça, sous la coordination de son directeur, a rapidement dit, je ne peux pas seul construire un centre de santé. Il a vu le chef service infrastructure, équipement, maintenance de l'OME, qui est de plateau, qui est au service, qui est à DDS, à direction du département de santé de l'OME plateau, sous l'ancien directeur. Au même moment, on est allé voir le coordonnateur Porto-Novo, à Guégué, c'est un peu du coordonnateur de zone. Sans encore lui donner, sans lui écrire officiellement, ni au détail. Jusqu'à présent, le coordonnateur de zone sanitaire, PDS, n'a pas reçu une lettre officielle avec le plan, avec ce qu'ils veulent construire, pour qu'on puisse étudier et leur apporter les amendements qu'il faut. Jusqu'à présent. Ils attendent toujours ça. Donc je leur souffle de toujours écrire à DDS avec le document qu'ils veulent exercer. Mais nous, notre chef service qui s'occupe des bâtiments, sous le contrôle de son directeur, a approché le CCM. Ils ont fait la visite du site. En temps, parce que ce qui s'est passé, pour qu'ils puissent annoncer, c'est qu'une télévision de la place. Après, je ne sais pas comment on a informé la télévision, peut-être que c'est quelqu'un qui voulait. Il y a eu quelque chose qui est dessouché. Les murs sont lézardés au niveau du centre de santé. Et le centre de santé, malgré cela, l'ancien directeur, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont refait la toiture, le plafond, avec une entreprise, pour plus de 9 millions. Tout neuf. Vraiment, vous allez voir, aujourd'hui, vous allez là-bas, le plafond, la toiture, rebâtie. Mais il y a une remise de site officielle avec l'ancien receveur des finances de l'UEME. Mais celui qui l'a succédé à la réception dit non, moi je ne vais pas donner, les murs sont lézardés comme ça, donc le bâtiment va s'effondrer et vous allez refaire la toiture. Ah non, moi je ne vais pas signer. Je ne vais pas signer la réception. Blocage, impasse. L'entrepreneur menace. L'entrepreneur a vu tout le monde, toutes les autorités, et pas en justice, la justice. Il dit je veux être payé. Donc nous sommes à l'impasse au sommet du bâtiment, au niveau du plafond, dans l'impasse judiciaire. En bas, le sol est un sol instable. On a dû mobiliser, on a fait appel aux techniciens de l'EPAC, c'est-à-dire CPU. C'est public, c'est moins cher. Sinon, on devait aller à CNTP qui coûte plus cher. Mais on dit, bon, le dossier est sur la table du CCM pour pouvoir rapidement. C'est qu'il faut reconnaître cette différence là avant de répondre sur une lettre et dire, complétez votre lettre par un document technique de ce que vous voulez faire avec le montant que vous avez. Mais voilà, nous, on doit peaufiner tous ces documents-là et leur écrire, leur répondre avec tout ce qu'il faut compléter. Mais en temps, on va dépenser pour faire l'étude technique du sol. En temps, on doit lever l'impasse et faire la réception
de toiture. Donc on va engloutir 9 millions en haut. Après, on va détruire tout ça là. Voilà ce qui nous arrive. Mais faites un tour à Zébou, au centre de santé là. Parce que c'était un gros trou. Un gros trou qu'on a eu à faire à l'époque pour pouvoir extraire la terre pour construire des maisons en banco. Et après, pour combler ce trou, on met des ordures, des années durant. À ce comble, on met de ça. Les gens jouaient au football là, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Donc on devait faire un truc léger. Léger sur la partie trou. Ou si on veut faire un bâtiment, on devait enfoncer les piliers, les fondations jusqu'à retrouver la terre ferme. Ça a un coût. Ou carrément creuser tout et vider tout ce qu'il y a eu comme ordure à l'époque dedans, transporter, envoyer ailleurs pour combler beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres espaces et pouvoir faire sous-sol avant de faire ce qui est visible pour que le sol ne soit pas un danger. Actuellement, la grande partie du domaine du centre de santé de Zébou, la grande partie est dangereuse. Fosse septique effondré, puisard effondré, toilettes effondrées, bâtiments, maternité, lézardé et peut tomber à tout moment. Il n'y a que le côté un peu infirmerie ou vaccination, le côté là-bas qui semble tenir, que l'ONG a voulu. Le PSDC, quand ils ont vu ça, c'est ça les responsables. Quand ils ont vu ça, à 6 mois de la fin, ou à 3 mois de la fin de fin du projet PSDCC, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Le DDS, moi, délégataire des questions de santé au niveau de Porto-Novo, le maire, avec le PSDC, on a tenu une séance avec le comité de gestion du quartier, avec son président, avec l'équipe, et on a dû négocier avec les différents protagonistes, les bénéficiaires, les communautés, que si on ne fait pas quelque chose avec le fonds PSDCC, en plus de fondation ASG qui voulait aussi, par la méthode là, investir, on a dit bon, on ne va pas perdre l'argent là. On a déplacé la construction de la maternité qui devait venir à Zébou-Aga, Zébou-Tatig, là où se trouve là, à OCM, c'est-à-dire au centre de santé d'Okan là. Et vous allez voir une bâche que l'activité, les trucs vont commencer par être construits au niveau de CM, la maternité qui est prévue pour. Donc on a dû sauver ce montant-là, cet investissement-là, pour permettre à la population de Porto-Novo, qui n'est pas loin, par exemple, Zébou n'est pas loin de Place Bayonne, n'est pas loin du centre de santé qui est tout juste à côté de Copé. D'accord. Maintenant, la fondation ASG, réunissant tout ça là, nous on va faire sauter l'impasse, réceptionner, et sauver encore les feuilles de tôle pour en faire ce qu'on peut en faire. 2, finir l'étude du sol, choisir où on fait des piliers en profondeur, ça a un coût. Déterminer, savoir jusqu'où les piliers de fondation doivent aller et dire si on doit ériger des bâtiments. Démolir d'abord, sauver ce qu'on peut démolir, et dire si on doit faire jusqu'à, voilà ce que ça peut coûter. Et leur dit, si veut que vous avez prévu, ne prend pas en compte ces éléments techniques, ne prend pas en compte ces éléments-là, et en corrigeant aussi leur procédure administrative, vous êtes dans l'obligation d'attendre que l'on puisse, parce qu'on a prévu un téléthon voté en conseil municipal il n'y a pas longtemps, parce que les autres 14 centres de santé Porto-Novo sont aussi dans des états difficiles. Mais le gouvernement, à travers FADEC, en train de prendre en charge Lou, Dowa et Djagan-Kwevi bientôt. Mais on va faire sur les 14 centres de santé, parce qu'avec notre bonne volonté, on va faire un téléthon à Porto-Novo pour téléthon santé. Et toutes les fondations, y compris la fondation ASG, tout le monde sera appelé. Okay. Les personnes riches, vous savez que les Porto-Noviens, ils ont ça, ils savent. Comment c'est l'argent. Ils en ont. À Porto-Novo, à Cotonou, à l'extérieur de la diaspora du pays. Et tout le monde, même tous les Béninois, de pouvoir contribuer à la réhabilitation et reconstruction de nos centres de santé. Même l'État va y contribuer pour que nos centres de santé, mais l'État y va progressivement maintenant. Mais c'est qu'on voit que le rythme est lent pour arriver à 14 centres de santé, encore que l'hôpital de Porto-Novo a besoin encore d'investissement en matière d'équipement, et surtout aux urgences pédiatriques, obstétricales et urgences tout court. Nous irons progressivement à un investissement et réhabilitation total de nos 14 centres de santé pour que les centres de santé Porto-Novo reflètent les centres de santé d'une capitale. C'est ça. Donc, la réflexion, la politique et stratégie de développement de la ville en matière de santé. Donc le téléthon, c'est pour bientôt. Tout à fait. Mais voilà que subitement, on exfiltre l'information parce que les gens, quand ils écoutent ce que nous voulons faire, vous voyez rapidement, ils commencent par
sur les réseaux sociaux pour dire que c'est pas bon, comme si... C'est la peur, peut-être. Ok, la panique, ok, la psychose, juste pour dire que, oui, nous sommes prêts à vous aider, vous avez refusé. Même si vous avez l'argent en main comme ça, parce qu'on m'a dit qu'il y a de l'argent frais en main, même si vous avez l'argent en main comme ça, il y a une procédure administrative qu'il faut respecter. Les gens n'ont qu'à aller à la culture administrative, parce que c'est de l'inculture administrative. Les gens n'ont qu'à aller apprendre la culture administrative. L'administration a ses règles et on doit respecter la procédure. Passer les marchés publics, c'est pas parce que vous voulez construire, quand vous laissez, vous allez construire. On ne construit pas pour construire. Il y a des normes à respecter et les gens doivent être rassurés que nous avons besoin de tout le monde pour la reconstruction de nos centres de santé. Le territoire est là. Bientôt, on va les appeler tous pour pouvoir y participer. Les projets de Porto-Novo veulent voir les centres de santé bien pour les fréquenter parce qu'il y a fait fréquentation et que les agents de santé qui sont dans les centres de santé soient motivés et non sclérosés aujourd'hui pour la participation, pour la fréquentation, surtout précoce des centres de santé pour la santé. Parce que la santé d'abord et le développement suit. C'est pas pour la vedette donc au PRD avec... c'est leur stratégie qu'ils sont en train de dévoiler dans ce qu'ils font dans leurs agissements. Ça, c'est leur stratégie de déstabilisation, ça. Et on leur rappelle à l'ordre pour que la procédure soit respectée. Chacun va apporter sa contribution. Oui. Patience. Calme. Fondation ASG. Vous allez apporter votre contribution comme toutes les autres fondations. C'est ça. Toutes les autres fondations vont apporter. Les personnes physiques, morales vont apporter. L'État, il va progressivement, mais nous avons besoin de tout le monde pour la constitution de la ville de Porto-Novo. Et il y a également cette convention cadre relative, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Avec l'État. Avec la mise en place du partenariat entre l'État et les communes donc, du Grand Nokoué. Alors, il est dit que les communes doivent libérer et mettre à la disposition de l'État central les sites devant accueillir dans les projets. Est-ce que la mairie de Porto-Novo travaille dans ce sens déjà pour mettre à disposition? Non, nous avons trois pôles de développement que nous avons proposés, qui nous ont été proposés dans la convention cadre. C'est Cotonou qui a bénéficié de beaucoup de choses. On n'est pas jaloux, mais Cotonou a déjà... Et vous êtes la capitale du pays. On a hérité. Voilà. Mais comme Cotonou, les gens ont voulu que Cotonou ravisse la vedette à Porto-Novo depuis très longtemps. Depuis qu'on a empêché Akpeti d'être président de la République. C'est de l'histoire. Pour qu'on empêche Porto-Novo d'abriter l'université de Dahomey et l'université du Bénin. Depuis qu'on a fait des complots pour notamment renvoyer les ministères de Porto-Novo à Cotonou, alors que Cotonou n'est pas la capitale du Bénin. C'est de l'hérésie. C'est de la méchanceté contre Porto-Novo, une méchanceté historique des gouvernements passés successifs. Moi, j'accuse. Et nous en pleurons. C'est ça. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est parce que nous portons souvent les gobies que les gens sont énervés contre nous. Mais aujourd'hui, tout le monde porte gobies avec joie. C'est ça aussi l'identité, l'authenticité béninoise. Nous devons valoriser nos cultures, nos arts. C'est ça que nous... Et je dis, et je répète, que du calme. Oui. Alors, docteur François Rolonsou, vous êtes donc deuxième adjoint au maire de Porto-Novo. Vous êtes également le secrétaire. Donc, je disais, au niveau de la convention cadre, je vais vous rappeler ça rapidement. Il y a la gestion des ordures, des désensablement et cueillage des caniveaux que l'État veut prendre. Ça coûte énormément au niveau du budget de la ville. Si l'État nous soulage de la gestion des ordures, des ensablements, la gestion des désensablements, tant aussi la gestion de cueillage de caniveaux, on a fait juste service minimum. Aujourd'hui, moins de 50 millions pour pouvoir rapidement éviter les inondations dans les zones, les quartiers anciens. Et l'État nous soulage en nous aidant au marché international, au lourd que nous proposons. L'État nous aide à ce que nous puissions vraiment faire l'asphaltage à fond au niveau des grands axes de la ville. Je vous assure que le budget difficile de 5 milliards, le tiers du budget de Cotonou, parce qu'on a connu, on a c'est le courage de le dire, et on a prévu des recettes importantes et des dépenses en conséquence. On a amélioré les conditions du personnel comme en prime, en indemnité comme des élus, mais en tenant compte des recettes, à un moment donné, on a vu que la libération des espaces, c'est vrai, on a trop réfléchi sur la libération des recettes en comptant sur ça,
Et on a connu, après 6 mois, 40% de manque à gagner. Et ça, on a rapidement rapporté les dépenses liées à ça parce que il faut aussi, on a mis un guichet unique pilote en attendant et fait les autres. Et donc, comme la promesse des fleurs, ce qu'on a comme fruit en 6 mois, on a dû rapidement rapporter les dépenses inhérentes qu'on a prévues liées à ça en conséquence pour motiver davantage. Oui. Et on adapte une stratégie afin que désormais qu'on réfléchisse encore pour voir dans quel... Mais on sait qu'en soulageant la vie de Porto-Novo par la convention cadre, de cette dépense que nous faisons, qui nous pèse, on va avoir plus de ressources pour s'occuper des affaires sociales, des affaires culturelles et des affaires de santé, d'éducation, à réhabiliter, des affaires d'éducation. Et c'est un plaisir pour nous. Pourquoi je dis que le partenariat commune-État, c'est essentiel pour le développement de chaque commune. Parce qu'aujourd'hui, les communes ne sont pas viables. Et il faut, par exemple, pour Porto-Novo, que Porto-Novo, locomotive des autres communes voisines, on puisse vraiment dans l'intercommunalité, même aller jusqu'à la révision, parce que c'est pas un décret qu'on a réduit Porto-Novo à 52 km². C'est pas un décret de 78, c'est inacceptable. Parce qu'on veut éclater, faire péter Porto-Novo, empêcher Porto-Novo de se développer, qu'on a réduit Porto-Novo à 52 km, la plus petite commune du Bénin. La plus petite commune du Bénin, pour empêcher d'avoir les attributs de capitale. On doit, si vous voyez le triangle de développement que nous proposons, avec des ateliers de Ouest africain d'urbanisme, vous voyez la voie qui quitte Oussouméné. Quand vous faites les dédales jusqu'à venir à Oussouméné, vous allez jusqu'à Méné-Dionou, il peut y avoir un pont rapidement sur le Nigeria, vous partez de Méné-Dionou, vous traversez tout Adjara pour venir à Dagbéoué, traversez tout à Tchoukpa, vous venez à Pro-Mistrité, vous allez à Bogo, et la voie qui est faite pour la traversée de Porto-Novo jusqu'à Mistrité. Vous voyez, cette triangle à base supérieure où on a Pro-Mistrité, à Tchoukpa et Adjara, et là, le sommet qui est à Porto-Novo, au pont de Porto-Novo, si on crée une grande commune de Porto-Novo, le Grand Porto-Novo, en faisant ça, je vous assure, on peut habiter tous les attributs de capitale. C'est ça. Et on en sera fier pour la ville Porto-Novo. C'est justement pour ça que vous loyez également la ville de Cotonou, puisque le fauteuil de maire de Cotonou est mis en jeu actuellement avec, après la révocation de la Livénance. Vous êtes tenté par les 14 milliards donc du budget du fonctionnement de la mairie de Cotonou. Écoutez, ce n'est pas la préoccupation. Nous sommes quand même une force politique représentant au moins le tiers de l'électorat à Cotonou. Donc, c'est notre droit aussi de rêver. Parce que les trois fesses sont en compétition. Vous avez envie de FCBE, contrôler Cotonou. Union Frères Nation, et en plus, ça fait 4 forces en compétition. Ce qui est sûr, on avait voulu au début. Maintenant, on va s'entendre, peut-être, dans la mouvance présidentielle, on a l'obligation de s'entendre pour contrôler la commune de Cotonou. Quand vous êtes un parti politique, quand vous êtes une coalition, quand vous êtes une majorité, la discipline oblige. Vous devez vous entendre pour permettre d'avoir... Parce que le parti politique ou alliance de partis politiques, votre bataille, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver. Parce que les autres vont chercher à vous déstabiliser pour vous arracher le pouvoir. C'est une guerre normale. Et les moyens, il faut suivre ses adversaires par rapport aux moyens qu'ils utilisent pour contrecarrer, pour anticiper, pour balayer et gagner. Donc ce qui est important, ce que nous souhaitons, c'est la majorité présidentielle, la majorité, l'alliance des partis de la mouvement présidentiel peuvent s'entendre pour gagner Cotonou. C'est une bonne chose. Pas forcément le PRD. Pas forcément le PRD. Alors, on parle également depuis quelques semaines de remaniement ministériel dans un contexte comme le nôtre où tout est priorité. Dr François Rolonceau, le changement de l'équipe gouvernementale au-delà de la logique politique doit forcément aller également dans le sens des préoccupations nationales. Alors le chef d'État doit-il remanier son gouvernement? Est-ce que le PRD est prêt aujourd'hui à entrer dans le gouvernement du président Talon? Attendez, je ne comprends pas très bien. Vous voulez nous empêcher le PRD d'entrer dans le gouvernement alors que l'on est membre de la majorité présidentielle? Nous sommes dans la majorité présidentielle. Quand on est dans la majorité présidentielle, c'est une équipe. Et une équipe doit être forte, bien organisée, avec un meneur. Meneur stratège, chef de l'État, chef de gouvernement, président de la République. Vous avez refusé sur le président Boulinaï. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans l'opposition, opposition frontale. Et je voulais parler des purs et durs. On désire l'opposition frontale à la commission de
2012, parce qu'on nous a fait un chaos dans le dos. Et si, à un moment donné, on n'avait pas vu l'enjeu, je vous dis, regardez bien notre devise. Unité, paix et travail. Et le magnanimisme, l'esprit de grandeur du président Adrien Ngouilly nous a sauvés. Si on devait contester, il y aurait des morts. Des morts, pourquoi? Il a épargné à ce pays 2, 3 fois de suite le chaos. Ça, il faut le lui reconnaître. Et on n'a pas les malhonnêtetés de reconnaître aux grands hommes de leur vivant des grandes choses qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y a des consultations du président Talon pour former son gouvernement? Pourquoi vous préoccupez du gouvernement? Le président de la République est garant, il a le pouvoir de nommer et de limoger qui veut. Donc laissez-le nommer ou limoger ou déplacer qui veut en son temps. Ne vous préoccupez pas de ça. Espérez que le gouvernement soit un gouvernement solide, de combat, parce que les batailles politiques ont commencé. C'est ça. Dans 3 minutes, si nous allons commencer à recevoir les auditeurs. Hein. Nous avons même dépassé l'heure exacte. Alors, c'est juste 2 questions. Avant d'ouvrir l'antenne, vous êtes le secrétaire national donc, à la jeunesse du PRD. Le leader des Tchoko Tchoko a désormais une fondation. La fondation voilà. Maître Adrien Ngouilly. La fondation du numérique et de la jeunesse. Parce que notre génération des jeunes aujourd'hui, c'est la génération électronique. C'est une génération numérique. Il en a rêvé au cours de sa campagne dans son programme 2006 et a voulu en 2011 concrétiser cela s'il était à gagner le pouvoir. Mais c'est dommage dans ce pays que nous n'avons pas eu un président de la République comme Adrien Ngouilly. J'en pleure. Oui. J'en suis triste. On l'a fait la même chose à Soulouméga Akwiti. Chaque fois on l'a empêché. C'est parce qu'ils sont des Porte-Nouveau. Et que vous êtes des Porte-Nouveau aussi, c'est ça? Les autres aussi sont des présidents. Docteur. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Mais Dieu va nous donner un homme, un jour, pour être président de la République. Et pour le PRD aussi. Trouve quelqu'un pour être président de la République. On l'aura. Le maire de la ville, aucun maire ne peut prendre une décision sans passer par le conseil municipal. Oui. Donc forcément, dès que le dossier sera prêt, une commission, une communication sera rapidement concoctée par la direction des services techniques et le service de santé pour pouvoir permettre à la commission, plusieurs commissions ensemble, commission infrastructure, commission santé, pour pouvoir se retrouver rapidement et permettre la communication en municipalité d'abord, puis après en session en conseil municipal et qui va autoriser le maire à construire. Donc le maire seul ne peut pas prendre la décision de la construction d'un centre de santé. Ça se fait, c'est le conseil municipal qui décide et le maire exécute. Donc c'est le conseil municipal qui a décidé en son temps. Le compte administratif déficitaire, un compte est déficitaire, ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé. Parce que vous avez des crédits d'une année à une autre qui restent. Supposons que en année IS-1, vous avez 1 milliard de crédits et que vous avez fait les recettes en année IS, mais les recettes, pour les dépenses de l'année-là, vous avez dépensé plus que les recettes de l'année-là. C'est ça. Avec les crédits que vous avez pu passer, vous avez travaillé énormément pour avoir les dehors, passer les marchés, vider les procédures et aller vite à la concrétisation. Donc vous consommez les crédits qui restaient en année IS-1, ça vous permet de beaucoup investir. Et les populations comme ça parce qu'ils vont voir les choses se concrétiser enfin. Après une longue procédure, le compte déficitaire est l'expression de l'efficacité de la consommation. Et on sait très bien ce qu'on nous reproche, c'est la faiblesse de la consommation des crédits. C'est ça que les populations veulent, la concrétisation rapide des choses. Donc c'est une preuve. Si, avec notre compte déficitaire, le compte déficitaire, c'est une preuve et c'est un avantage en matière de consommation. Quand le compte est sédentaire, ça veut dire que vous avez à l'étape encore d'études et de conception. Et donc prochainement, vous allez passer rapidement après à la consommation des crédits. Nous devons nous battre régulièrement même pour consommer tous nos crédits et qu'on puisse être félicité pour la performance. Quand le compte est déficitaire, la performance que vous aurez réussi dans la consommation des trucs. Vrai ou faux, les amis disponibles, les gens veulent au tandem. Pourquoi? Mais les gens ne sont pas contents. Quand le père est dans l'opposition, on s'acharne sur nous. Nous sommes enfin dans la majorité présidentielle. On s'acharne sur nous. Les gens sont contre. Ils s'acharnent toujours contre le PRD. Mais je leur rappelle, le PRD, quand on s'acharne sur lui, c'est maintenant qu'on devient plus grand
plus fort et plus haut. Donc, épargnez-nous cela. Sinon, continuez. Vous allez nous voir encore plus grand et plus haut. Le tandem Talon Ombouye est solide. Est solide. Il y a plusieurs éléments de solidité que vous et moi, nous ne savons pas. C'est ça. Quand Maurice disait tout à l'heure que la garantie du gouvernement que cela exécuté dans le délai, c'est la solidité de ce tandem qui est garantie numéro 1. La présence est là. La responsabilité prise par les élus PRD. Vous allez voir bientôt au niveau de notre... Nous sommes en préparatif de l'Université des vacances et de congrès. Vous allez voir notre démonstration. Ce qu'on s'est fait. Et nous sommes ancrés et fondamentalement ancrés dans la mouvance présidentielle. Et nous savons très bien que la procédure sera longue pour permettre de sortir le bâtiment éléphant blanc de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi rapidement le président de l'Assemblée nationale a fait voter à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse faire rapidement les bureaux pour les élus députés au sein de l'Assemblée nationale pour que rapidement les gens puissent s'en sortir. Donc, soyez convaincus, le président Talon est un Porto-Novien. Je dis le président Talon est un Porto-Novien. Ça permet de Porto-Novo, c'est tout à fait normal. Vous connaissez s'il a plus de 55 ans aujourd'hui, le nombre d'années qu'il a vécu à Porto-Novo, toute sa jeunesse. Les moments les plus sublimes et les autres. Et il est régulièrement à Porto-Novo. Il connaît même mieux Porto-Novo que certains Porto-Noviens. Il connaît les rues de Porto-Novo à fond. C'est tant mieux. Alors, nous allons revenir sur le conseil Yakoti, parce que beaucoup de gens ont évoqué son nom. Et a-t-il pris part au conseil? Et il a voté à l'unanimité. J'ai les délibérations ici, si vous voulez, je vous lis le compte rendu. Il a voté, on a voté à l'unanimité. Et il a compris l'urgence. Mais après, il va venir dire, semer la confusion. C'est ça l'ambivalence. Et l'ambivalence, c'est un danger. Quand vous êtes ambivalent, vous rentrez facilement dans le délire. Et vous semez la confusion. D'avoir votre propre niveau et au niveau des gens. Il est devenu spécialiste de la confusion. On le lui concède. Peut-être qu'il a, je dis qu'il a mission, peut-être qu'il est chargé de mission, et peut-être qu'il trouve son compte, et il est heureux. Parce que les gens me disent que beaucoup de choses, mais on va rentrer dans les détails en son temps. Parce que j'étais, il fulmine. Il n'arrive pas à se tenir tranquille, il fulmine pour qu'on puisse plus le motiver. Nous, on l'attend. Il n'a qu'à prendre ses motivations de tout genre. Et maintenant, et nous, au conseil municipal, session, c'est rempli de cadres de haut niveau, de compétences avérées. C'est ça. Mais il y a eu des queues de certaines frustrations. Mais quand les élections sont terminées, tout le monde s'incline et la discipline de parti oblige. C'est ça. Vous rentrez dans la discipline de parti dans l'équipe, vous travaillez, vous donnez le fort de vous-même et vous serez un jour, d'une manière ou d'une autre, récompensé. Le maire aurait perdu donc la confiance des élus PRD. Pas du tout. C'est vrai. Nous sommes 32 élus PRD. Certains ont quelques mécontentements parce qu'ils ne sont pas devenus maires. C'est une seule place. Il y avait 10 qui rêvaient d'être maires. Parce qu'il y a beaucoup de compétences. C'est ça la saine émulation. Et quand le maire Zosso a été élu, chacun de nous devait lui apporter son soutien indéfectible et travailler tous les jours, comme toutes les nuits, pour accompagner. Parce que compte, ce n'est pas le mandat d'Emmanuel Zosso, c'est le mandat du conseil municipal à majorité PRD qui est là, et c'est notre mandat. Si nous échouons, c'est que nous avons tous échoué. C'est pas ça, c'est que nous avons tous échoué. Et ceux ou celles qui ne voudraient pas coopérer, ça fait leur affaire. Mais c'est parce qu'ils sont indisciplinés. Chacun doit pouvoir se vouer au développement de Porto-Novo en y mettant sa contribution. Et c'est parce qu'ils sont en train de loyer peut-être du côté des Adjavon, c'est ça? Parce que mais les gens ont des méthodes, les gens ont plusieurs méthodes néfastes, nuisibles, délétères, pour pouvoir débaucher les gens. Oh, on a vécu ça sous mon caramo, au Séni, où lui-même, il s'est fait débaucher. Finalement, mais on l'a combattu à fond. Et on a eu 32 sur 33. Je dis prochainement, avec l'investissement, le PAG à Porto-Novo, tout ce qui va se passer, on aura 33 sur 33. Comptez sur nous pour ça. Ouais. Je dois dire,
pour améliorer les ressources internes. Nous avons beaucoup rêvé pour améliorer les ressources. On a fait près de concessions pendant 6 à 9 mois d'investissement. Et finalement, on a eu quelques difficultés. On va s'adapter. Mais je dois aussi dire que le paiement de caution n'est pas synonyme de culpabilité. Si vous savez, vous les journalistes, rapidement, attendre des procès, et qu'on vous dit, bon, vous avez fait 9 mois de prison, et qu'on vous dit, on peut vous libérer si vous payez caution de 2 millions, par exemple, et que vous n'avez pas les 2 millions. Il y a le réseau des journalistes, je sais comment vous fonctionnez rapidement quand quelqu'un est malade, et je suis là présent pour vous accompagner de façon bénévole. Parce que c'est mon sacerdoce, c'est mon devoir. Je le fais. Vous réussissez rapidement, vous cotisez 50 000, 5 000, 10 000, et rapidement les 2 000 sont trouvés, vous épargnez. Et là, en liberté, vous allez vous défendre. C'est ça, la notion de caution. Mais tout le monde comprend, prend caution comment, et sous 20 millions, 20 millions, mais c'est faux. C'est faux. Laissez la justice faire son boulot, mais le paiement de caution n'est pas synonyme de quoi que ça. C'est pour garder votre liberté et vous permettre de vous défendre. Le code administratif, rejeté, c'est faux. Le code administratif sera étudié avec le compte de gestion bientôt. Parce que le compte de gestion n'est pas encore disponible, on ne peut pas étudier le compte administratif. Ça veut dire que ceux qui sont dans la commission, quelques-uns, ont voulu fomenter un coup, eux ont expliqué l'information. Le code administratif, ce n'est pas dans le langage même, le rejet. Ce n'est pas dans le langage de décision de la commission. C'est ça. Donc, que les collaborateurs du préfet accompagnent le préfet. Accompagnent honnêtement. Et aient l'obligation de réserve. De ne pas raconter des choses dans les buvettes parce qu'on les suit. Oui. On les suit, on sait ce qu'ils racontent. On les voit quand ils prennent quelques amis, mes amis, certains journalistes avec qui ils font passer des choses et sur les réseaux sociaux, à peine on a discuté, il y a dehors. Il y a l'obligation de réserve. Il y a l'obligation de réserve. Donc, il y a confiance. Nous, on est confiants, on est engagés, on est concertés, on est soudés. Derrière notre maître, autour de notre maître. Et je dois dire, la guerre entre les membres de la même mouvance, c'est possible. Les gens veulent débrouiller des gens pour peut-être... mais il y a un côté, s'il est encore de fausses clés ou de l'Union fait la nation, il doit le prouver en entrant dans les rangs, en restant, en comprenant qu'il est de la mouvance présidentielle, son patron. Le ministre Lazare Sekoto est au gouvernement. Et nous sommes en alliance au Parlement, à l'Assemblée nationale. Il se comporte pas comme membre force clé de l'Union fait la nation. Il se comporte comme un chargé de mission politique. Il vend ses prestations de services, probablement. Donc, certainement. Donc, et tout son compte, comme il se dit financier et chef d'entreprise, donc il fait ses prestations de services. On lui concède. C'est vous qui le dites. De façon. Alors, Docteur François Aronso, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes le deuxième adjoint au maire de Porto-Novo, que vous êtes également le secrétaire national de la jeunesse du Parti du Renouveau démocratique. C'est la fin de cette émission. Je vais me retourner du côté donc de ma consoeur pour résumer tout ce que vous avez dit en 90 minutes très rapidement. Chrisbel Mantua, bonjour. Bonjour, Spice. D'entrée de jeu, le deuxième adjoint dénonce un complot contre Porto-Novo. Il affirme que la ville capitale n'abrite pas les attributs de capitale en conformité avec les tests de la République. En cela, il félicite et soutient davantage le PAG du président Patrice Talon pour avoir pensé et instauré pour Porto-Novo un programme digne de son rang. Et pour revenir à l'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur l'affaire de détournement de 300 millions par le maire de la ville, l'invité précise qu'il n'y a pas eu de détournement, mais plutôt que l'agent percepteur n'a pas enregistré les 300 millions qui ont servi à l'assainissement des 2e et 4e arrondissements de Porto-Novo. Cependant, le refus de la construction du centre de santé de Zébou par la fondation ASG est parti d'une rumeur. La fondation Ajavon Sébastien Germain n'a pas rempli les formalités administratives en vigueur et jusqu'à présent, ce n'est pas chose faite, explique Dr Aronso.
Pour finir, parlant des législatives de 2019, le secrétaire national de la jeunesse du PRD nous confie qu'ils remporteront à coup sûr. Merci et bon dimanche. Merci Christabel Bonjour pour ce résumé succinct. Nous allons maintenant laisser la parole, le micro, bien sûr, donc à notre invité pour votre mot de la fin. Je lance un appel à la jeunesse, aux femmes, aux hommes de Porto-Novo, chers Porto-Noviennes, chers Porto-Noviens. D'abord, je vous souhaite bon dimanche. Et je sais que vous êtes à l'écoute. Nous avons laissé les rumeurs nous intoxiquer. Nous sommes là pour apporter la dose de désintoxication. Soyez désintoxiqués. Ne laissez plus place à la psychose. Soyez heureux, fiers, tête haute. Le développement de Porto-Novo, le gouvernement va nous accompagner en les 2 prochaines années. Ce sont les années de bonheur de Porto-Novo. Que les gens se calment et que celui qui est Union fait la nation se comporte comme Union fait la nation et soit avec nous dans la mouvance présidentielle. Voilà, mesdames et messieurs, le 33e numéro de Carte sur table pour le compte de l'année 2017 s'achève. Il était en studio depuis 9h05 au docteur François Renonsou, deuxième adjoint au maire de Porto-Novo. Il est également le secrétaire national à la jeunesse du Parti du Renouveau démocratique PRD. Merci à nos confrères de Urban FM de Parcours pour la parfaite synchronisation. Derrière la caméra de Océan Télévision, fidèle à son poste, eh bien, elle s'appelle Semiet Yessoufou, sous l'œil, bien sûr, de Léonce Adjevi, coordination de toute l'équipe technique Rock Botoun-Redo. Le résumé de cette émission, eh bien, portait la griffe de Christabel Moncho. Confession, préparation et présentation hospice Kouenou de Dravo. Sachez que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son argent, son statut ou ses possessions, mais plutôt, la valeur d'un homme réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage, son indépendance et sa maturité. N'est-ce pas, Dr. Renonsou? Merci beaucoup et merci à nous tous. Bon dimanche. C'était donc, bien sûr, une citation, bien sûr, de Marc Britton, que je vous souhaite de passer une excellente journée dominicale. Rendez-vous dimanche prochain, même fréquence, et vous serez naturellement les bienvenus. Au revoir.